C'est la première émission de l'an 2016, mesdames et messieurs, l'année de tous les enjeux. Et pour ouvrir le bal d'Info 7 pour cette année, j'ai le réel plaisir de recevoir une intelligence de mon pays, une compétence, comme j'aime bien le dire, 88.4. Vous l'avez sans nul doute deviné, il s'agit de Christian Losakweno, appelé affectueusement par les siens 01. Bonjour Christian. Bonjour Paulette, Kimuntu et meilleurs vœux pour 2016. Voilà, merci. Donc, vous êtes une élite, je l'ai dit tout à l'heure. 2016, l'année de tous les enjeux. Comment voyez-vous cette année, Christian Losakweno, pour notre pays, la RDC? C'est le chaos, comment ça va se passer? Parce que les gens ont tellement peur, il y a une sorte de psychose pour la population a cette peur infuse ou diffuse, je ne sais pas comment. 2016, normalement, c'est d'abord les élections. Va-t-il y avoir les locales? Va-t-il y avoir les provinciales, les sénatoriales, les législatives, les présidentielles? C'est une année électorale d'abord. Alors maintenant, les craintes, est-ce qu'à chaque élection, il doit y avoir crainte? Est-ce que ces élections ne sont que le moment de crainte? Non, une élection, c'est d'abord un moment de renouvellement de contrat social entre les élus et leurs électeurs. Le combat qui devrait être celui de la RDC en 2016, outre celui du développement qui doit être permanent, est le combat des idées. Les combats d'un camp ou deux candidats contre d'autres. La responsabilité de ce non-chaos, la responsabilité de cette élection ou de ces élections transparentes, mais surtout apaisées, incombe aux politiciens. Ils doivent former leurs électeurs, ils doivent former la population de telle manière que cela ne soit pas le lieu d'empoignade, mais le lieu d'échange. La RDC est loin d'être un pays émergent. La RDC a beaucoup de défis. D'ici 2030, nous avons l'espoir, non? Nous sommes qu'en 2016. Il reste encore 15 ans. trois quinquennats. 3, au moins 3. Donc avant d'atteindre tout ça, on doit chercher le moyen d'y arriver. Et le seul moyen d'y arriver, c'est par le débat et le travail. Et le travail. Vous êtes propriétaire d'une radio qui est d'ailleurs très suivie, la première radio d'information en République démocratique du Congo. Donc, quel doit être le rôle du journaliste dans cette période, Christian Losakweno? D'ailleurs, vous animez une grande émission Top Presse. Le journaliste doit-il accompagner les politiques? Doit-on être leur marchepied? Doit-on être leur porte-voix? Que doit-on faire, nous les journalistes, pendant cette période un peu cruciale pour notre pays? Le journaliste doit être, pour ne pas paraphraser un artiste, celui qui empêche ceux qui l'écoutent de mourir un peu. L'information, c'est la base du développement. Tout dire, tout faire savoir. Ça, c'est la fonction du journaliste. Mais maintenant... Tout faire savoir à n'importe quel prix, même si ça menace un peu la paix. Tout faire tout savoir. Tout n'est pas bon à dire, comme on dit aussi. Ce débat eût été plus difficile à mener il y a un an. En janvier 2015, il y a eu les événements de Paris. Je suis Charlie. Je ne l'ai pas moi-même été. Qui, à Charlie Hebdo, a fait que l'intolérable soit commis. L'intolérable, c'est prendre pour cible un média, un vrai combat d'idées. S'en est suivi, le 13 novembre, les événements du Bataclan. Pourquoi je parle de la France? Parce que la France est considérée comme le berceau de la démocratie, le berceau de la liberté d'expression. Est-ce que, comme quand c'est le cas lors des différentes rébellions en Afrique, les médias français interviewent les rébellions, interviewent par toutes les parties aux prises. La France a essayé de savoir l'État islamique c'était quoi. La France a essayé de savoir l'État islamique ou ceux, Daesh, qui font tout ça, l'ont-ils fait dans quel but? Vous constatez avec moi que les médias ne l'ont pas fait. Conclusion, pour répondre à votre question, est-ce qu'on doit tout dire? Non. Non. Il faut dire dans la limite de la responsabilité qui est celle du journaliste. Le journaliste, c'est quoi? C'est informer, mais c'est surtout ne pas créer par ses publications. Psychose, tout est fonction de la personne qui perçoit l'info.
mais ne pas créer de troubles. Ne pas faire le, comment on dit, pas créer le buzz, ne pas chercher le buzz Ne en pas fait. chercher le buzz pour le buzz. Parce que si on voulait chercher le buzz pour le buzz, on aurait cherché le numéro 1 en France. La presse française aurait cherché le numéro 1 de l'État islamique, l'aurait interviewé, aurait cherché, même parce que on dit qu'il y a des personnes qui sont très recherchées. On a à un moment aussi beaucoup recherché Laurent Nkunda à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez dit Laurent Nkunda. Est-ce que moi, Paulette Kimontou, je peux aller interviewer Laurent Nkunda pour avoir par exemple son point de vue? À l'époque, on a dit non. On a dit non. Ici, en RDC. Okay. Mais aujourd'hui, en France, je n'ai pas vu un média essayer d'interviewer le numéro 1 de Daesh, le numéro 1 d'État islamique, ou des personnes plus ou moins de cette obédience qui auraient pu expliquer pourquoi tout cela avait été fait. Comme pour dire que le journaliste est tenu de donner toute l'information objective, mais l'information dans la limite de ce qu'il y a de convenable. Nous restons dans ça. C'est vrai que vous citez un peu trop la France. C'est vrai que la France, des fois, descend chez nous, à l'Est, puisqu'on sait que l'Est, c'est vraiment l'endroit où il y a beaucoup de morts, par exemple, à Béni. Mais nous voyons France 24 descendre à Béni, TV5 descendre à Béni. Je sais que Top Congo a aussi des correspondants à Béni. Mais on a l'impression que nous, journalistes congolais, nous nous impliquons pas tellement dans ce qui se passe à Béni. Pourquoi ? C'est par manque de moyens, par peur, pourquoi? Mais les moyens déjà, madame, parlons-en des moyens. Les moyens, on a parlé en début d'émission de ces élections de 2016 qui devraient renouveler un contrat social entre les élus et les électeurs. Le contrat social, c'est notamment faire en sorte que 2030, c'est l'objectif, non, la RDC soit un État émergent. Vous dites que je suis patron de presse. Est-ce que vous pouvez même me comparer, moi patron de presse, avec un patron de presse équivalent d'une radio d'information en Angola, d'une radio d'information au Nigeria? Conclusion, nos maigres moyens ne nous permettent pas, nous, de nous déployer autant qu'on l'aurait voulu, que nous l'aurions voulu. Vous demandez la subvention de l'État? L'État ne vous aide pas? Non. L'État peut aider. L'État peut aider, mais l'État a tellement de priorités. Mais l'information est capitale. L'information, c'est le nerf de la guerre. L'information, c'est presque la vie, si je peux me permettre l'expression. L'État peut nous aider, non pas par des subventions, mais au moins par exemple par des exemptions, des exonérations de taxes, ou en faisant en sorte que le commerce, le business marche mieux. Parce que la publicité, c'est le seul moyen de financement d'une presse objective. Ok. Nous ouvrons donc cette rétrospective, mesdames et messieurs, par le message du chef de l'État à la nation. Et notre rédaction a réfléchi à haute voix sur les mesures collectives de grâce. Suivant. L'année 2016 sera ainsi une année de multiples défis. Au plan politique, il nous faudra relever le défi de la consolidation de la paix. La responsabilité de la classe politique et sociale du pays est ici engagée, car à travers le dialogue politique national et inclusif, convoqué à cet effet, un consensus devra être trouvé sur les questions qui posent problème, en vue de jeter les nouvelles bases des scrutins prévus par le calendrier électoral global du 12 février de cette année et dont aucun n'a été réalisé à ce jour. Aussi, le défi du développement nous impose-t-il de poursuivre les efforts de croissance économique et de modernisation des infrastructures de base entrepris dans tous les secteurs de la vie nationale, afin de transformer chaque jour qui passe l'environnement physique de nos villes et de nos campagnes au moyen d'une bonne gestion des ressources mobilisées et d'une mise en valeur toujours accrue de celles naturelles, mais restées longtemps potentielles. Je continuerai donc, au cours de l'année 2016, à œuvrer sans relâche à la promotion d'un processus électoral
crédible et apaisée, mais également à l'amélioration des conditions de vie de tous nos concitoyens et de leur sécurité, en vertu des prérogatives mais reconnues par la Constitution et les lois de la République. Comme pour les années antérieures, votre concours à nos côtés, chers compatriotes, nous sera d'une grande utilité. Il ne s'agit nullement d'un cadeau de Noël, encore moins de fin d'année 2015 ou de Nouvel An 2016. Seulement, le chef de l'État n'a fait qu'accomplir son engagement pris dans son message à la nation du 28 novembre 2015. D'après l'une des ordonnances, 9 membres du mouvement Boudou Dia Congo ont bénéficié de la mesure collective de grâce de Joseph Kabila. Ils étaient condamnés à la peine de servitude pénale à perpétuité pour association de malfaiteurs et participation au mouvement insurrectionnel et à la rébellion. Dommages aux condamnés pour, entre autres infractions relatives aux violences sexuelles, trahison, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Car la clémence du chef de l'État prévue dans une deuxième ordonnance portant mesures collectives de grâce à toute personne de nationalité congolaise ou étrangère âgée de 70 ans révolus ne peut leur accorder. Notons par ailleurs que le chef de l'État a aussi promulgué une autre série de lois de grand intérêt national, dont celles relatives aux lois des finances, à l'eau et aux baux à loyer non professionnels. Christian Lusakeno, les mesures de grâce, c'est ça qui a fait réagir l'opinion, tant nationale qu'internationale. On se pose la question, pourquoi 9 membres simplement de Boudou Dia Congo, pourquoi pas celui-là Je sais, l'opinion imaginait peut-être qu'on allait libérer celui-là, tel. Pourquoi le chef de l'État, selon vous, n'a choisi que 9 membres de Boudou Dia Congo pour sa grâce présidentielle? Pourquoi? Je ne suis pas son porte-parole, donc je ne peux pas répondre à sa place. Maintenant, mais il y a des raisons objectives. Les raisons objectives, je ne sais pas. Je sais d'abord que la grâce porte sur toutes les personnes âgées de plus de 70 ans. Après, uniquement les BDK, certains pourront penser, enfin BDK Boudou Dimala est là aujourd'hui, peut-être parce que... une façon de flatter un peu le numéro 1 de cette plateforme. Apparemment, ils se sont bien rapprochés, même si... à un moment, il a dit qu'il ne ferait plus la politique. L'honorable Némonatse m'a dit qu'il a arrêté la politique. Maintenant, j'ai entendu d'autres noms. Mais il faut savoir que la mesure de grâce ne peut être donnée qu'à des personnes qui ont été jugées et condamnées. Si les personnes n'ont pas été jugées et condamnées, il ne peut pas y avoir de mesure de grâce. Parce qu'à ce moment-là, le président enfrerait ou marcherait sur la liberté ou l'indépendance de la justice. Prenez l'exemple de Djomi Ndongala, il n'a pas été jugé ni condamné? Djomi Ndongala. Mais non. Peut-être que vous allez me dire, mais je ne pense pas que ça ait été terminé, puisque non, je ne pense pas, non, je ne crois pas. C'est ça la question que les gens se posaient. Pourquoi pas Djomi Ndongala? C'est peut-être pour apaiser. Non, vous avez dû peut-être chercher, il a été condamné ou pas? Non, je ne crois pas. Alors s'il n'a pas été condamné, le président ne peut pas le gracier. Ne peut pas le gracier. Mais c'est vrai, mais bon, pour une certaine opinion, une certaine classe politique, c'était peut-être une façon pour le chef de l'État d'apaiser un peu cette tension, d'apaiser le climat social. On parlait du rôle de la presse tout à l'heure. À un moment donné, la presse doit expliquer que le président de la République a le droit de grâce. Ça veut dire... C'est dans ses prérogatives. Il a le droit d'enlever une peine, c'est dans la Constitution, à une personne qui a été jugée et condamnée. Mais le président de la République n'a pas le droit d'arrêter la justice. Récemment, il y a eu quelque chose qui a, on va dire, apaisé, mais qui a été quand même une enfreinte à la justice. Puisqu'elle avait démarré, je crois, une action, c'est la libération des Filimbi c'est la libération des Yanamar et des Burkinabés et des Sénégalais. Ils ont été libérés alors que les Congolais sont toujours en prison. Ça, on peut dire que c'est anormal. On a dit que c'est la main du président de la République. C'est anormal. Quand c'est anormal, on doit le dire. Quand c'est normal, on doit le dire.
Ce qui est anormal, c'est que les Yanamar et les Philippe, les Lucha et les autres n'ont pas été concernés. Ça, ils ne sont pas pas concernés par cette normal. mesure de grâce. Ça, c'est pas normal. Ça, il faut le dire, en termes de respect de l'indépendance de la justice. Mais en termes de grâce, le président ne peut pas gracier quelqu'un qui n'est pas condamné. Qui n'est pas condamné. Mais votre lecture, Christian Losakweno, en tant qu'homme de médias, de ces discours, c'est un discours qui apaise les esprits? Les commentaires sont plutôt dans le sens de ce discours est plus apaisant que le précédent discours. Le précédent discours. Quels sont les éléments, selon vous, qui ont apaisé un peu les esprits? Quand un chef d'État dit que tout doit se passer bien en 2016, alors que tout le monde l'accuse d'être celui qui pourrait faire que ça ne se passe bien, ça semble apaisé. Maintenant, l'apaisement est certes considéré comme partiel parce que d'autres pensaient que le président de la République allait dire plus. Officiellement, c'est son dernier discours à la nation, son dernier discours de vœux. Mais les gens s'attendent à ce qu'ils le disent officiellement. Pourquoi il ne le dit pas constitutionnellement, il n'est pas tenu de le dire. On n'est même pas sûr que ça apaiserait les esprits. Qui dit que ça apaiserait les esprits? Ça peut susciter beaucoup d'autres choses. Regardez comment, notamment... depuis 2011, tous les observateurs se plaisent à dire, depuis l'élection de 2011, que le président Kabila aura un quinquennat difficile, parce que c'est le dernier, aura un quinquennat difficile, parce qu'avant la fin, beaucoup s'en iront. On disait déjà en 2011. Maintenant, on est en plein dans beaucoup s'en iront. Pourquoi voulez-vous que le président, aujourd'hui, c'est une question, dise « je m'en vais » alors qu'il fait dire par ses lieutenants qu'il respectera la Constitution 1, et alors que surtout, lui n'a jamais dit qu'il restera. Mais selon la Constitution, qu'on sait que c'est le dernier, bon, comparaison n'est pas raison, Christian Losakweno, aux États-Unis par exemple, on le sait déjà, que Barack Obama ne se représentera plus. Oui, ils sont bien rodés. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'être bien rodés? Écoutez, vous savez ce que ça veut dire, rodage? Rodage, c'est les 1000 premiers kilomètres. Le début est toujours difficile. Ce sera la première fois qu'un président élu cède le relais à un président, c'est pour ça à son doit bien successeur. préparer ce passage. À mon avis, je ne dis pas que le président devrait ou doit rester dans sa posture de ne rien dire. Je dis que je comprends qu'ils ne disent rien. Qu'ils ne disent rien. Nous entrons dans le dialogue d'ailleurs. Par rapport au dialogue, la SENCO fait donc de ses bons offices et la campagne soutenant les dialogues a débuté. Plus de détails dans ce condensé et la réaction des politiques par rapport au message du pape François. J'aime mon pays, je soutiens le dialogue, c'est une campagne patriotique où tout Congolais, toutes tendances confondues, peut adhérer. Elle vise la culture des valeurs patriotiques et soutient la tenue du dialogue, seul moyen de mettre tous les Congolais ensemble pour des élections apaisées et une paix durable en RDC. Plusieurs partis et personnalités politiques ainsi que membres de la société civile ont signé la charte de cette organisation. La voie du dialogue est incontournable et toute personne qui aime ce pays doit venir discuter autour de la même table pour trouver une solution. Je suis convaincue que le dialogue est la voie par excellence de retrouver la paix et la concordance entre les Congolais. Je sais que tout le monde est profondément attaché au dialogue. Mais je comprends les craintes de certains compatriotes qui méritent d'être écoutés. Nous devons nous employer à apaiser leurs craintes. Car les préoccupations qui sont les leurs seront résolues effectivement dans le dialogue qui est un espace d'expression. Chacun apporte sa contribution et les désaccords peuvent être constatés. Mais il faut discuter ensemble. C'est une tradition profondément africaine. Quel est donc le but de cette campagne lancée ces jours? Son initiateur, le docteur Félix Kabange Numbi, explique. Le peuple congolais veut la paix. Et la paix passe notamment par l'organisation d'un dialogue inclusif où toutes les questions relatives aux élections ainsi que toutes les autres questions politiques pourront être discutées entre tous les acteurs en présence, c'est-à-dire les acteurs de la majorité, de l'opposition ainsi que les représentants des forces vives. Cette campagne de sensibilisation sur le bien fondé du dialogue convoquée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange se tiendra sur toute l'étendue de la RDC avant, pendant et après la tenue du dialogue. Son lancement public interviendra ce 30 décembre 2015.
RDC, cette exhortation du pape François appelant les Congolais au dialogue tombe à pic. Et l'opposition pro-dialogue dans son ensemble s'en réjouit. Nous sommes heureux de constater que Saint-Père se préoccupe de la crise qui sévit dans notre pays. Et nous soutenons cette préoccupation du Saint-Père. Le pape a emboîté nos pas, parce que nous, on l'a précédé pratiquement. La Bible ne conseille pas la violence, la Bible conseille la paix. Occasion pour l'opposition républicaine d'inviter les Nations Unies à capitaliser ce message du Saint-Père. Jean-Baptiste Bomanda interpelle ici Ban Ki-moon. Non, je crois que le message doit être capitalisé par le secrétaire général des Nations Unies. C'est lui qui traîne encore les pas. Et je crois que son représentant, M. Maman, est ici. S'il nous suit ce soir, de dire au secrétaire général Ban Ki-moon désigne le facilitateur pour que nous puissions aller de l'avant. À la majorité présidentielle, l'on considère ce message comme une brèche ouverte à ceux qui boycottent les dialogues. Le pape vient simplement ouvrir une porte qui est déjà grandement ouverte chez nous. C'est-à-dire faire comprendre encore à ceux qui hésitent, à ceux qui se proclament être anti-dialogue, qu'ils comprennent que l'histoire du Congo doit être faite par nous-mêmes, doit être écrite par nous-mêmes. Et la bonne manière d'écrire cette histoire du Congo, c'est de nous retrouver pour solutionner ce problème politique. Au Front citoyen 2016, l'on se veut respectueux du pape François, sans obéir à son message. Nous avons beaucoup d'estime et de respect pour le pape. Nous pensons qu'il nous aiderait plus à convaincre le président de la République à rendre les tabliers conformément à la Constitution. Nous comprenons, mais nous rappelons aussi à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Saint-Père a-t-il prêché dans le désert? La question reste pendante. L'Église catholique tient à réaffirmer sa place, celle d'être au milieu du village au sein de la nation congolaise. Au regard de l'impasse où se trouve selon elle le processus électoral, les pasteurs décident de mener la mission de bons offices afin de concilier les avis des uns et des autres. Ce processus passe par un dialogue. Voilà qui justifie leurs échanges ce jour avec la délégation de la CENI conduite par son président, Corneille Nangaa. Dès notre prestation de serment, nous avions promis qu'on allait faire une évaluation du processus et que nous allions par la suite procéder aux consultations. Nous avons terminé l'évaluation et nous sommes donc en train de consulter. Il était normal que nous consultions le père spirituel et qui a accepté volontiers de nous recevoir pour échanger sur les défis, sur les challenges qui restent, sur les questions qui restent posées, et c'est ce que nous avons fait. Je pense qu'ils avaient, les évêques ont été attentifs à notre présentation et nous attendons la suite, nous poursuivons donc les consultations. La veille, les évêques ont échangé tour à tour avec les délégués de la majorité présidentielle, de la dynamique de l'opposition, mais également d'autorité morale de l'opposition républicaine. Le dialogue n'est pas seulement lié au mandat du chef de l'État. Le dialogue est lié aux élections qui vont avoir lieu. Vous savez que en 2011, on n'a eu qu'une partie d'élections présidentielles et législatives. En 2016, nous devons avoir toutes les élections, y compris les élections locales. Des sources dignes de foi, l'on nous renseigne que les hommes de l'Église ont été reçus ce jour par le président de la République. Christian Moussakweno, dialoguons. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui ce mot-là prend autant d'ampleur. Le dialogue aujourd'hui. On doit dialoguer sur quoi? Pourquoi? Et maintenant? Tout le monde veut dialoguer, tout le monde va dialoguer. Pourquoi? Ils vont dialoguer pour que justement cette psychose tombe. Il faut faire tomber cette psychose, il faut, c'est vous qui en parlez en début d'émission, il faut que tout le monde aille le cœur apaisé à ces élections, il faut que le vainqueur reçoive le coup de fil de son second ou des autres pour le féliciter, il faut que
ce renouvellement ou l'établissement d'un nouveau contrat social ne soit pas lieu de pugilat. Mais on a l'impression aujourd'hui que le Congolais est divisé entre les pro-dialogues et les anti-dialogues. Et on est en train de stigmatiser ceux qui sont contre ce dialogue. On dirait que ceux qui sont contre le dialogue, Christian Losakweno, sont des antipatriotes, n'aiment pas le pays, n'aiment pas le Congo, en fait. C'est l'image qu'on veut passer. Comme lors de cette campagne, je soutiens la RDC, j'aime le dialogue. C'est un peu ça l'impression que ça donne. Non. Pour avoir couvert Sun City, j'en arrive à la conclusion que tout le monde est pour le dialogue. Maintenant, tout le monde ne voit pas le dialogue de la même manière. Quand l'UNC, quand le MLC dit tripartite, c'est quoi? C'est le dialogue. Mais avec une institution bien connue. D'accord. Mais le problème de la CENI est la suivante. La CENI dit, ou apparemment la CENI ne peut pas prendre des décisions qui vont au-delà d'un certain délai. Et la logique même, puisque tout le monde le dit, pas dans les micros. Il n'y a que l'AMP qui ose maintenant le dire dans le micro, mais tout le monde le dit même dans l'opposition, que les délais, on ne va pas les tenir. Maintenant, c'est quoi? Je ne dis pas faire monter les enchères. Je dis arriver à un dialogue ou au dialogue dans la meilleure posture, les uns les autres. La position aujourd'hui, le revirement, selon une certaine opinion de l'Église catholique, vous avez l'impression que l'Église a changé sa casaque, soutient aujourd'hui le dialogue? Il n'y a pas revirement. Pourtant, l'Église a quitté l'île de Gorée. Il n'y a pas revirement. C'est vraiment l'Église au milieu du village, l'Église catholique? C'est le pape qui a parlé, ce n'est pas l'Église. Ah. Le pape n'a pas parlé. Non, ce n'est pas une injonction du pape. Le pape appelle les peuples du Sud-Soudan, de la République centrafricaine. Il a commencé par la République démocratique du Congo, à résoudre les problèmes par le dialogue. D'abord, d'après vous, qu'est-ce que le pape peut dire d'autre? C'est un homme de paix. L'Église catholique congolaise, la SENCO, a dit oui au dialogue, puisque pendant les concertations ou le pré-dialogue, elles ont rencontré le président et Monseigneur Moussengo a répondu à nos questions. Mais aujourd'hui, ou entre-temps, elle a donné, en se politisant un peu, mais la politique est aussi du ressort de l'Église catholique qui est au milieu d'un village auquel elle est membre. Elle a pris des positions par rapport à la Constitution, au respect de la Constitution, à une éventuelle Est-ce qu'une église peut prendre position par rapport aux questions politiques? Mais le sermon, elle doit rester neutre. Le sermon à l'église, tous les jours, tous les dimanches, ceux qui vont à l'église, on vous lit la première lecture, on vous lit la deuxième lecture, et puis il y a le sermon. Qu'est-ce que le sermon? Le sermon, c'est l'avis du curé, c'est l'avis de l'église. L'église prend toujours position. Maintenant, est-ce que la position prise par la SENCO hier, qui semble avoir changé depuis, est-ce que cela n'a pas un peu dénaturé la, on va dire, neutralité spirituelle de l'Église? Aujourd'hui, elle rejoint les églises de réveil, c'est ça? L'Église catholique rejoint... Il serait très intéressant de savoir ce que l'Église catholique prône aujourd'hui dans sa démarche. Qu'est-ce qu'elle prône? Est-ce qu'il y a eu un communiqué de l'Église catholique pour dire « nous voulons le dialogue », mais quel dialogue? Aubin Minakou a récemment rappelé quels étaient les sujets du dialogue. On ne va pas dialoguer pour un glissement, on va dialoguer pour une bonne organisation des élections. C'est aussi ce pourquoi l'opposition non-dialogue du président veut que se tienne la tripartite. Pourquoi ne pas donner simplement, Christian Losakweno, c'est vrai, soyons plus pratiques comme les Anglais, pourquoi ne pas donner tout simplement les moyens à la CENI pour qu'elle travaille? Ça résoudra tous les problèmes. Donner l'argent à la CENI travaille, et bien les élections auront lieu au moment opportun. Je vous pose la question qui répond à la vôtre. Et si, même si on lui donnait les moyens, la CENI n'était pas dans les délais? C'est vrai que c'est... c'est ça aussi la question. Qui empêche la CENI de travailler dans le délai? Non, on repose la question. Même si on lui donnait les moyens, même si on lui avait donné les moyens, la CENI n'était pas dans les délais. Mais pourquoi la CENI, si on a respecté les dates, Christian Losakweno, depuis 2011, aujourd'hui nous sommes en 2016. Si on avait donné les moyens adéquats à la CENI depuis 2011, il n'y aura pas tout ce problème. On dirait qu'il y a quelqu'un
ou une main noire qui empêche la CENI de travailler depuis 2001. Quand on dit la presse a un rôle, sans être celui qui défend la position de l'AMP, il faut que les choses soient dites clairement. Et les gens à l'opposition le savent. On a dit que 250 millions de dollars étaient consacrés chaque année à la CENI, sur un budget de 9 millions, sur un budget de 9 milliards de dollars. Tout le monde sait que le budget a été réalisé à 40%. On a même voulu, il a réussi à passer entre les mailles de filet, on a même voulu, à l'Assemblée nationale, interroger le Premier ministre sur cela. Vous ne réussissez qu'à mobiliser 40% de votre budget. Conclusion, plutôt que des 9 milliards, quel a été votre budget? Votre budget n'a été que de 4 milliards. C'est vrai qu'il y a des choses que vous avez faites qui n'étaient pas dans le budget. C'est vrai. Pour ça, vous devez rendre des comptes. Mais la vraie question est, vous imaginez, vous, Paulette Kimuntu, qui avait un foyer à gérer, en début de mois, en début d'année, vous savez que vous avez 500 $ par mois, donc 6 000 $ à la fin de l'année. Vous imaginez que de 500 $ par mois, votre budget passe à 200, 40%. Donc plutôt que des 6 000, vous avez 2 400 $ à la fin de l'année. Est-ce que vous pensez que vous allez réaliser tout ce qui était dans votre budget d'année? Donc l'information est mal placée. Non, l'information n'est pas... L'information était mal... Il y a quelque chose que... On a mal informé la population, en fait, par rapport à ce montant-là. Donc le budget n'a pas été totalement réalisé. Donc, ipso facto, la CENI a reçu aussi moins d'argent. Donc la CENI n'a pas pu travailler. Le budget n'a pas été réalisé, 40%, tout le monde le sait. Donc tout le monde a reçu 40%. Tout l'argent n'a pas été affecté. Et même si, imaginons même que la CENI ait reçu ces 40%, 100 millions de dollars, ça ne ferait que 400 millions de dollars ou 500 millions de dollars à la fin des 5 ans. Sur un processus qui coûte 1 milliard, vous les organisez comment, vos élections? Donc, pratiquement, en tant qu'intelligence, Christian Lusaka, on a l'impression que les élections en Afrique, c'est toujours des problèmes. Est-ce qu'on ne peut pas passer outre les élections, alors? On ne doit pas passer outre. Mais on fait quoi? Parce que c'est toujours des problèmes. On choisit. On doit choisir une démocratie à l'africaine, comme l'a dit un invité que j'ai reçu aussi, essayer de réfléchir autrement par rapport aux élections, par rapport au mode de passage de pouvoir. Peut-être à main levée, peut-être... On choisit. La RDC a choisi la démocratie. Elle doit s'en tenir. Mais on n'y met pas les moyens, on ne fait pas un effort, on ne fait pas des sacrifices pour que cette démocratie fonctionne convenablement. Et cela, nous devons tous le regretter. Mais aujourd'hui, on est en 2016 et on se pose la question, on fait quoi? Je suis persuadé que l'opposition est consciente de tout ça. Je suis persuadé que l'AMP... Qui est responsable de cette situation? Non, l'opposition, le gouvernement. Qui est responsable? Personne ne veut porter le chapeau de cette situation. Le responsable est connu. Et c'est qui? Ne dites pas, je vais faire un budget de 8 milliards de dollars, alors que vous savez que vous n'avez jamais réussi à mobiliser plus de 4. Ne donnez pas d'espoir. C'est vrai, croissance il y a, mais cette croissance, tout le monde se pose la question, y compris le président de la République. Elle sert à qui? Elle profite à qui? Elle devrait profiter à la croissance, au développement de plusieurs industries, de plusieurs projets, de plusieurs services. Elle devrait se matérialiser en hausse des salaires et dans le vécu baisse du chômage. Ce n'est pas le cas. Conclusion, arrêtez de parler de 8 milliards, 9 milliards. Qu'on nous dise carrément que nous avons un budget de 4 milliards. Qu'on ne pourra mobiliser que 3 ou 4 milliards. 3 ou 4 milliards. Voilà, nous poursuivons, mesdames et messieurs. L'an 2015 a pris fin. Que pensent les politiques et les quinois de la gestion de la Res Publica? Suivons. L'année 2015 touche à sa fin ce jeudi à minuit et laisse la place à 2016. Une opportunité donnée aux Quinois de se rappeler les grands moments qui ont marqué 2015 dans les domaines politiques, économiques, sociaux et autres. Le gouvernement a quand même réussi à stabiliser le cadre macroéconomique. Sur le plan de l'éducation, il y a eu des progrès énormes avec la construction des écoles à travers le pays. Et sur le plan des transports, nous avons vu les flottes maritimes TB Kokolo remis en service. Et sur le ciel congolais aussi, on a vu une réapparition de Congo Airways. En dépit de toutes ces réalisations, ces Congolais estiment qu'au cours de l'année 2015, le gouvernement n'a pas réussi à résoudre les problèmes majeurs qui accablent les populations. Sur le plan sécuritaire, il y a l'insécurité un peu partout, surtout dans notre ville de Kinshasa ici, avec le phénomène Kuluna, dont le gouvernement est incapable
de mettre hors de temps, de nuire ou d'éradiquer ces phénomènes. À l'est du pays aussi, il y a des troupes rebelles qui siment la désolation et la mort. Il faudra un effort de ce côté-là pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Bilan certes mitigé, mais qui reflète le quotidien des Congolais, lesquels aspirent à une vie meilleure au regard des richesses dont regorge leur sol et sous-sol. Bilan est mitigé. Pour l'opposition politique, 2015 a été une année d'échecs, mais aussi des rendez-vous manqués. Jean-Baptiste Bomanza le constate sur tous les plans. D'abord sur le plan politique, nous terminons 2015. Le processus électoral est toujours en panne, est toujours bloqué. Sur le plan économique, le bilan aussi est demeuré tel que les communs des mortels des Congolais le savent. On continue à nous parler de maîtrise de cadre macroéconomique, mais quand vous allez sur le terrain, c'est autre chose. Si nous prenons côté social, enseignement, santé, les services sociaux tels que l'eau et l'électricité. Et donc, le bilan est vraiment mitigé. À la majorité présidentielle, l'on dresse un bilan satisfaisant de l'année 2015. Dieudonné Mwendi note quelques réalisations. Que réellement il y a stabilité du cadre macroéconomique dans notre pays et que l'implication est même là. Aujourd'hui, M. John s'est connu de tous, même y compris les membres de l'opposition, que vous pouvez aller sur le marché et trouver quelque chose qui se vend à $100, aller faire vos économies pendant 3 mois, 4 mois, et revenir, vous trouverez la chose ou l'article presque au même prix. Sur le plan de la desserte en eau et en électricité, il y a également une amélioration. Et il y a 2 ans que le taux était autour de 4%, le taux de desserte en électricité. Mais aujourd'hui, le taux est allé au-delà de 6%, on tend vers 7%. Malgré les divergences sur l'évaluation de l'année 2015, les deux personnalités sont néanmoins d'accord sur le défi à relever pour l'année 2016. 2016, le défi prioritaire qu'il faut relever, c'est d'abord débloquer le processus électoral. Ça, c'est le grand défi majeur. Le plus grand défi, c'est le processus électoral. Parce que dès qu'on décante la situation du processus électoral, nous allons remettre le pays sur les rails. Positif ou négatif, le bilan de l'année 2015 l'a été pour les uns et les autres. Tous espèrent faire mieux en 2016, année qui annonce ses couleurs dans quelques heures. Christian Losakweno, la phrase qui revient pour les politiques et même pour la population, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. C'est quand même une réussite pour ce gouvernement. Depuis 2005. Stabilité du cadre macroéconomique, c'est depuis 2005. C'est une réussite, donc ça reste stable jusqu'en 2011, 2016. La stabilité du cadre macroéconomique a pour principal intérêt d'amener ou d'attirer les investissements. D'abord, on se stabilise. Quand vous levez le matin, vous ne vous posez pas la question de savoir si l'argent que vous avez a toujours la même valeur. Ça, c'est déjà très bien. Mais c'est depuis 2005. Une fois que vous avez stabilisé le cadre macroéconomique, il faut créer les richesses. Ce n'est pas tout de calculer ou d'accumuler ou d'additionner les bons résultats macroéconomiques, il faut aussi accumuler les richesses. Et pour cela, il y a un gros problème. Vous savez, ce qui faisait la dynamique de l'économie hier, c'était la multiplicité des industries, des grosses industries et des petites et moyennes entreprises. On n'en a plus d'ailleurs. Il n'y en a plus. Tellement. Et le FPI, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez le dossier de corruption qui est au sein du FPI. L'Assemblée nationale, dit-on, est en train de traiter de ce dossier. Dont il faut d'ailleurs beaucoup parler parce que c'est grave si c'est vrai. Mais la richesse, ce n'est pas la stabilité du cadre macroéconomique. La richesse, c'est la création des emplois, c'est la création des richesses. Bon, le développement, c'est ça, la création des richesses. Or, on en est loin. Qu'on me dise, je voudrais entendre que le poulet de l'Ansele ne coûte pas plus cher que le poulet importé. Je voudrais entendre que Congo Airways n'est pas que 2 avions, on est beaucoup plus. On a salué le fait que Congo Airways reparte. Maintenant, il faudrait que... ITB Kokolo. Non, tout ça, on le salue. Mais cela n'était qu'un début. La suite, c'est quoi? La suite, c'est comment? Est-ce qu'on va rester à ces 2 avions? Est-ce qu'on a la possibilité même de faire plus?
Ou est-ce que le Congo est obligé de se contenter de 2 ou 4 avions pour s'accompagner? Hier, les avions congolais allaient en Europe. Ils allaient partout, quasiment en Afrique. Il y avait même un vol tous les vendredis qui faisait Non, Bruxelles, c'était plus c'était chaque jour. Il y avait un vol mardi et vendredi qui faisait toute la côtière Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on a l'impression que, oh non, là-bas c'est loin, là-bas il n'y a aucune utilité. Mais on se rend bien compte qu'il y a une très, très, très forte demande partout. Aujourd'hui, on n'a plus cette demande parce qu'on ne produit plus, on ne crée plus et on ne fait que dire que nous avons la meilleure croissance en Afrique. Ça ne suffit pas. 8%, la croissance doit être suivie des faits en termes de création de richesses. Par rapport à la sécurité, la population de Kinshasa se plaint par rapport à la résurgence du phénomène Kuluna. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez pour l'opération qu'avait faite le général Kanyama? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est 10 fois plus les Kuluna. À l'époque, on a condamné les débordements de l'opération. Je ne pense pas que les débordements soient du fait du général Kanyama. Ça, que les choses soient claires. Mais je constate que son opération a eu un succès que tout le monde a pu constater. Maintenant, est-ce qu'il faut renouveler ce genre d'opération? La police a la principale tâche de maintenir l'ordre, qu'elle fasse son travail. Par rapport, nous sortons un peu aussi de notre pays pour la fin de l'année 2015, Christian Losakweno, parce qu'on ne vit quand même pas en vase clos. Il y a eu les élections dans plusieurs pays africains, ça semblait marcher, mais il y a aussi dans d'autres où on a l'impression que ça sera... On ne sait pas trop comment ça va se passer au Congo-Brazza, c'est prévu pour le 20 mars pour nos voisins. Kagame a déjà postulé pour 2017, mais en République centrafricaine, ça a bien marché, et Burkina Faso, le pays modèle. Il y a déjà eu l'échange, le passage de pouvoir entre l'ancien et le nouveau président. Alors, pour vous, les élections dans les pays africains, comment vous l'avez vécu personnellement? Le Burkina Faso, il n'y a pas eu de passage de relais entre l'ancien et le nouveau. Il y a eu de passage de relais entre un transitionnaire et le nouveau. Le Congo-Brazzaville. Non, c'est un mot qui a son importance. C'est un mot qui a son importance puisqu'il caractérise même ce que nous montre l'Afrique aujourd'hui. Le Congo-Brazzaville, vous comprenez le président Sassou, cette précipitation de faire les élections au mois de mars? Est-ce que la Constitution le lui permet? Il a modifié la Constitution, Christian Losakweno. À partir du moment où la Constitution le permet, pourquoi critiquer une telle décision? Maintenant, on peut se poser la question de savoir comment en 2-3 mois, une opposition qui n'était sûrement pas prête peut faire face à un pouvoir qui, lui, se préparait depuis longtemps. Mais ça, c'est un débat qui n'est pas qu'un débat d'Afrique. Même si l'Afrique, le vrai problème de l'Afrique, c'est le financement des partis politiques. Parce qu'à un moment, on devra y arriver. Il n'est pas normal que, parce qu'un parti est au pouvoir, il ait plus de moyens qu'un parti qui soit dans l'opposition. Le financement des partis politiques peut être aussi d'ailleurs une solution à la cohésion nationale que tout le monde appelle. Si un homme politique de l'opposition sait que avec ses pairs, il pourra normalement faire son travail d'opposition. Peut-être qu'il sera moins virulent au moment des grandes échéances. Maintenant, pour les autres pays, le Rwanda, Paul Kagame, il l'a annoncé, il a le droit ou il n'a pas le droit. La question est-ce que c'est bien? Mais la question est-ce qu'il est aussi bien de limiter les mandats? C'est d'ailleurs ça la grande question, Christian Losakweno, pour l'Afrique. Doit-on suivre les Européens aveuglement? Est-ce qu'on ne doit pas peut-être laisser aux présidents africains plus de temps pour accomplir leur mission? On peut-être pas limiter les mandats? En début d'émission, on a parlé de rodage. Quand vous rodez une démocratie, au début, vous avez quelques retouches à faire, peut-être éventuellement au mécanisme. Je ne suis pas le défenseur des présidents à vie, non. La loi dit 2 mandats, c'est 2 mandats. La loi dit, ou la Constitution dit, telle disposition, on ne peut pas la changer, telle disposition, on peut la changer. Ce que je sais, c'est que la Constitution peut être changée tant que cela répond à son modèle de révision, le modèle de révision qui est compris dans cette Constitution. Pour le Sénégal. Donc, c'est vrai que en changeant de président tous les 5 ans, tous les 10 ans, non, tous les 5 ans, l'Afrique
tel que l'homme africain est aujourd'hui, l'Afrique aura des difficultés à se développer sur la durée. Parce que, je prends un bête exemple. Vous prenez l'exemple de la Corée, par exemple? Oui, vous prenez l'exemple de la Corée, de la Chine, de tous ces pays. Comme ça? Non, on doit avoir un président pendant 10, 20, 30 ans? Non, c'est pas, je ne dis pas qu'on doit avoir. Ça veut dire on doit pouvoir laisser le peuple seul juge. En le limitant, on avait, à l'époque de la guerre, à l'époque des guerres, on n'avait pas voulu que certains s'éternisent trop pour laisser la place aux autres. Mais en termes de développement, ma question est la suivante. Aujourd'hui, admettons que le président Kabila, fin de l'année, comme la Constitution le dit, quitte le pouvoir. Je suppose qu'il a dû mettre beaucoup de dossiers en marche pour peut-être les problèmes d'électricité, peut-être les problèmes de route, peut-être pour tel ou tel problème. La continuité de l'État, ça La existe. Continuité de l'État, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a des exemples sur le continent. Vous avez des exemples un président vient, il en remplace d'autres. Alpha Condé a remplacé Lansana Conté, qui avait été, après une phase de transition avec Dadis Camara en Guinée. Les projets de Dadis Camara ou les projets de Lansana Conté ne sont pas ceux d'Alpha Condé. C'est peut-être ça le problème, Christian Le Safouine. La continuité des affaires de l'État, c'est un principe qu'on nous devons absorber chez nous. Regardez aujourd'hui comment la dette intérieure contractée sous Mobutu n'est pas payée par les autorités actuelles. Ça veut dire que c'était Mobutu qui l'avait prise. Parce que c'était Mobutu. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un autre modèle, même s'il existe au Congo? Parce qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur le président de la République, le président de la République, le président de la République. Mais le président de la République n'est pas le gestionnaire numéro un. Le gestionnaire numéro un, c'est le Premier ministre. Maintenant, plutôt que de tous se focaliser sur le président de la République, la solution serait de se focaliser sur le Premier ministre. Avoir un Premier ministre pendant 20 ans, ça ne choquerait personne. Non, on ait un Premier ministre au moins pendant 20 ans, mais on peut changer de président. On peut changer de président. Peut-être ça. Mais, donc aujourd'hui... Un peu le système d'Israël ou d'Allemagne, non, c'est ça. Avoir un président qui n'est qu'un honorifique, mais un Premier ministre La chancelière est chancelière, je crois que c'est son 3e mandat ou bientôt 4e mandat. Mais il y a un président en Allemagne. Mais aujourd'hui... Le fait est que la Constitution dit 2 mandats, point. Et tant qu'on n'a pas changé cela, on doit respecter ce 2 mandats, Kagame a raison que l'alternance n'est vraiment pas synonyme de bonne gouvernance. Non, l'alternance n'a jamais été synonyme de bonne gouvernance. Qui a dit ça? Mais ça aide quand même à ce qu'on puisse respirer. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes un peu coincés en République démocratique du Congo, parce qu'on a peur de l'alternance, en fait. Ça bloque aussi beaucoup de choses. Mais si ça coulait... Non, chez nous, c'est plutôt la peur de l'inconnu. On ne connaît pas l'alternance. Parce que la seule alternance qu'on a eue, c'est l'alternance Mobutu-Kabila. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, on a l'impression qu'on va se jeter dans l'eau comme ça? On peut avoir cette impression-là, mais on ne devrait pas justement avoir cette impression-là. Si tout le monde œuvrait pour le développement de ce pays, si tout le monde œuvrait pour que le Congo soit réellement émergent, que les Congolais ne se soucient pas autant de la politique en termes d'acteurs, mais plutôt qu'en termes de spectateurs, parce que leur politique leur faisait de bonnes politiques. Il n'y aurait pas autant de tensions. Mais tout le monde s'en remet à la politique parce que, ceux qui la font s'enrichissent, et que 2, ceux qui la subissent ont l'impression, ou peuvent avoir l'impression, que le changement de président ou le changement de ministre sera son changement d'État à lui. Il passera de la pauvreté à la richesse, à l'opulence. Tout cela, vous avez parlé de neutralité, vous avez parlé de ce que la presse devrait faire, sans donner l'impression d'être pour ou contre. Je le dis, je le répète, la Constitution en RDC dit aujourd'hui, 2016 décembre, Joseph Kabila doit céder le relais. Aujourd'hui, c'est ça. Mais demain, ça peut changer. Pourquoi pas? Si la Constitution le permet, cela s'est passé ailleurs, cela ne s'est pas passé ailleurs aussi. Ça, c'est à ceux qui en ont la prérogative de le faire. Mais ce que le peuple veut, c'est pas comme dit Kagame. Vous m'avez taquiné un peu avec ma question du peuple. C'est vrai que beaucoup parlent au nom du peuple. Est-ce que c'est ce que veut le peuple? Est-ce qu'on a fait un sondage réel? Est-ce qu'on a demandé à ce peuple-là que veut le peuple congolais? Non, le peuple, il veut l'eau. Il veut l'électricité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus. Depuis que on me dit que la dernière turbine
À Inga. À Inga, elle a été amenée par la société Mag Energy qu'on a décriée longtemps, alors que c'est aujourd'hui celle qui nous donne le courant. Pas d'eau, pas d'électricité. Pas de transport. Comment dire, transport, ça va mieux, mais c'est pas. Nous sommes 10 millions d'ici. Le peuple, il veut manger. Les besoins primaires, en fait. Il veut ses besoins primaires. Et ce n'est pas la bagarre sur la Constitution, la bagarre sur l'alternance, ce n'est pas tout ça qui règle ça. C'est pour ça que moi, j'ai eu d'ailleurs à échanger récemment avec un jeune frère qui est plutôt tendance très opposition radicale. Je lui ai dit, la jeunesse aujourd'hui ne doit pas se focaliser sur le combat de la Constitution, de l'alternance. La jeunesse doit dire, vous qui dites que vous allez faire mieux demain. Aujourd'hui déjà, dites-nous comment nous allons le faire, comment vous comptez le faire. Maintenant, on est en train de se positionner par rapport à la Constitution. Il va y avoir un certain élan où tous ceux qui auront ou seront apparus comme contre Kabila aujourd'hui seront les messies de demain, mais ces personnes-là n'auront jamais dit à qui que ce soit comment ils comptent faire pour que ça aille mieux. Et c'est ça le problème. En 2006, il n'y a pas eu de débat. Certains, à tort ou à raison, diront c'est la faute du président Kabila. En 2011, c'est la faute du président Kabila. Mais en 2016, ce ne sera pas la faute du président Kabila. Parce que, et nous l'avons dit le jour où le G7 a envoyé sa lettre et est sorti de la MP, la lutte aujourd'hui, ce n'est pas la lutte avec Kabila comme acteur. La lutte aujourd'hui, c'est la lutte opposition-majorité pour faire partir après. Non, on est pour l'après-Kabila. Parce que aujourd'hui, le président ne dit pas qu'il ne va pas respecter la Constitution. Aujourd'hui, rien n'est fait pour changer la Constitution. Conclusion, il va partir. Mais après, qui va faire quoi? C'est cette lutte aujourd'hui dont tout le monde parle, l'Église catholique y compris, mais aujourd'hui tout le monde voit qu'on va aller au dialogue, ce dialogue va avoir lieu, on va trouver un terrain d'entente, ces élections auront lieu, et tout cela aura fait couler beaucoup d'encre, et j'espère pas trop. Pas du tout de sang ni de sueur. Pas trop, parce qu'il y a déjà eu un peu de sang et de sueur, pour rien. Nous prenons la journée, l'avant-dernier dossier, mesdames et messieurs, volet social, la nomination des comités de gestion des établissements supérieurs et la réaction du Haut Commissariat pour les réfugiés par rapport aux réfugiés centrafricains dans notre pays. Suivant. Le moment est-il venu pour poursuivre la mise en place des autorités académiques qui sont la cheville ouvrière des réformes entreprises. En effet, nombreux de membres des comités de gestion sont hors mandat. D'autres ont totalisé 10 à 20 ans à la tête des universités ou instituts supérieurs. Après plusieurs mois d'attente et en vue de donner un souffle nouveau au fonctionnement des établissements, l'enseignement supérieur et universitaire, les critères de compétence, de bonne moralité, de notoriété scientifique et académique, de leadership et de genre ont été pris en compte dans la nomination de nouveaux membres du comité de gestion des différents établissements. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire invite toutes les parties prenantes et tous les partenaires du sous-secteur à favoriser le dialogue et la paix en milieu d'enseignement supérieur et universitaire pour créer un climat social propice aux études et à la recherche nécessaires pour former les ressources humaines et créer les connaissances nécessaires à l'émergence de notre pays. Mes meilleurs vœux au président de la République, au chef de l'État, au Premier ministre, chef du gouvernement, aux professeurs, chefs de travaux, assistants administratifs ouvriers et étudiants de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à l'ensemble des institutions de la République. Nous avons transféré les quelques 1800 réfugiés centrafricains qui étaient au centre de transit à Zongo. Ce sont des réfugiés qui sont arrivés ici
entre septembre et octobre de cette année, fuyant des exactions, principalement dans la capitale à Bangui, en Centrafrique. C'est une opération normale de relocalisation parce que nous avons un camp de Molé où se trouvent les réfugiés centrafricains. On ne peut pas garder les réfugiés à la frontière ni à moins de 40 km de la frontière. Donc c'est une opération normale. Ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait construire des abris qui devaient abriter les réfugiés qui sont arrivés et aussi on avait quelques problèmes faute de financement suffisant pour pouvoir organiser le transfert. Donc tout est remis en ordre. C'est le transfert de ces réfugiés qui étaient en attente d'aller vivre au camp comme cela se doit. Avec les autorités, nous essayons de maintenir l'ordre, que ce soit au camp ou dans le centre de transit. Donc c'était difficile parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens pour les acheminer directement au camp de Molé, mais il y avait quand même la possibilité d'assurer la sécurité de ces réfugiés au centre de transit. On a nommé Christian Losakweno les nouveaux comités de gestion pour les instituts supérieurs universitaires. Vous pensez que ce changement, ça va aussi changer la gestion quotidienne de nos universités, parce que ce n'est pas la première fois qu'on change de comité de gestion. C'est ça la solution idéale pour la survie ou la maintenance de nos universités? Précédemment, vous m'avez dit l'alternance, c'est peut-être la bonne gestion. Dans ce cas-là, l'alternance ne serait pas la bonne gestion, je ne sais pas. Je ne connais pas les nouveaux acteurs, nouveaux ministres, nouveaux gestionnaires. Cette fois-ci, c'est pour les instituts supérieurs universitaires. Ils sont titulaires ou encore intérimaires? Non, je crois que c'est définitif. Si c'est définitif, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que l'intérim ne peut rien gérer. Elle ne peut que expédier les affaires courantes. Donc, de ce côté-là, ce serait peut-être une bonne chose. Maintenant, pour le reste, nos universités sont ce qu'elles sont. Est-ce qu'il faut nommer des gens pour les gérer, ou est-ce que le gros problème de l'université comme de l'enseignement primaire et secondaire, on a un ministre, Maker Mangou, dont on ne peut pas dire de mal, parce que c'est vrai qu'il est là depuis longtemps, mais les résultats sont probants. Et beaucoup le disent. Mais est-ce que avoir un beau bâtiment, 1000 écoles ont été construites, est-ce qu'avoir de nouveaux gestionnaires règle le problème fondamental de l'enseignement en RDC, qui est la formation, en fait, qui est l'étudiant diplômé, qu'a-t-il comme bagage quand il entre dans le marché de l'emploi? Est-ce que ce bagage est adapté aux réalités de la RDC? Est-ce qu'on n'a pas trop de médecins? Est-ce que vous savez les problèmes qu'il y a pour construire une maison aujourd'hui? Est-ce qu'il vaut mieux créer? On n'a plus de maçons, on n'a plus de charpentiers, on n'a plus de ça. Tout le monde veut être avocat, médecin, ça. Mais ça date depuis très longtemps. Mais est-ce que cela répond aux besoins du pays? Donc, côté enseignement, est-ce que tout n'est pas à revoir? À revoir. Par rapport aux réfugiés, Christian Losakweno, on n'avait pas l'impression aussi que notre pays devient aussi cette terre qui reçoit trop de réfugiés? Vous êtes en ça nous pose aussi beaucoup de problèmes, parce que depuis 1994, quand on a ouvert nos portes par rapport aux réfugiés rwandais, après la mort d'Abiyarimana, c'est vrai que c'est une aide humanitaire, mais ça nous a causé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, c'est la Centrafrique. Doit-on tout accepter par aide humanitaire? Il y a un moment où on doit dire stop, comme on le dit en Europe aujourd'hui, ça va, on arrête. On ne peut pas aider tout le monde. L'Europe a une administration, l'Europe a un état civil, l'Europe est organisée. Elle dit non. Pour certains, mais elle fait oui. Pour d'autres. Dans l'État. Non, elle fait oui. Parce que c'est en règle générale l'opposition qui dit non. Mais par rapport à des populations en détresse, votre voisin, qu'est-ce qu'un pays peut faire? C'est vrai qu'il y a eu hier le mauvais cas du Rwanda. 1994, ils sont venus nombreux et la guerre chez nous a duré plus de 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des résidus des FDLR aujourd'hui. Rwanda, Ouganda, etc. Mais est-ce qu'on a le droit d'être sur le boulevard du 30 juin, dans une voiture climatisée, de voir quelqu'un mourir de faim de manière évidente et de ne pas lui porter secours?
Bonne question. Ça c'est peut-être le volet social, mais comme vous l'avez dit, l'Europe a un État fort, a des institutions assises, mais nous n'avons pas. Peut-être ces gens, demain, vont se retourner contre nous. C'est ça la peur que nous avons, nous aussi. Nous avons ouvert nos portes, la terre est hospitalière, l'hospitalité légendaire du Congolais, c'est connu, mais après, ça se retourne contre nous. Aujourd'hui, on a des Mbororo, aujourd'hui, on a même l'intention de prendre notre rivière Ubangui pour alimenter les lacs Tchad. On est trop gentil, en fait, le Congolais. C'est peut-être ça notre faiblesse, on est trop gentil. Notre faiblesse, nous avons beaucoup de faiblesses. Est-ce que nous sommes en moyen de les empêcher de rentrer? C'est ça aussi. On est faible, en fait. Gentil Alors, et faible. Plutôt que de voter contre ou de décider contre ce qui va arriver de toute manière, autant l'organiser. On t'a regardé. Voilà. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, volet social. C'est la réaction du CNPR sur le bilan des accidents pendant les festivités. Et la population réagit par rapport à la mesure des cimes bloquées. La Commission nationale de prévention routière et disons toute la police, nous avons veillé comme des médecins jusqu'au moment où nous sommes dans ce studio sur ce plateau. Pour la première fois, la ville capitale Kinshasa a vibré sous 0 accident, en tout cas je dis bien 0 accident majeur. Et tout cela, c'est parce que des mesures très sérieuses ont été prises avant le 31. Nous étions juste en train de pouvoir donc conseiller de pouvoir mettre hors circuit, c'est-à-dire hors de la route, tous les ivrognes de manière qu'il n'y ait pas d'accident. L'année 2016, sans accident. Donc, il est possible que nous devons maintenir le cap. Ça ne sera pas seulement en période de fête août, mais nous promettons, janvier 2016, de procéder à l'encadrement de tous les Wewa de la ville de Kinshasa et voire de la République démocratique du Congo. Parce que le transport en commun à 2 roues a pris de l'ampleur. Voilà pourquoi l'État congolais, à travers la Commission nationale de prévention routière, le ministère des Transports et des Communications, nous sommes donc engagés totalement pour que nous puissions encadrer cette catégorie donc, de transporteurs de manière qu'il y ait moins d'accidents. Pour répondre aux recommandations de la 2e grande conférence mondiale sur la sécurité routière qui s'est tenue du 18 au 19 novembre 2015 à Brasilia, où nous y avons participé. Christian Losakweno, c'est vrai que j'ai demandé l'élément sur les cimes, mais nous allons parler quand même. La population se plaint, les cimes bloquées. On a l'impression que le gouvernement oppresse un peu la population. Pourquoi cette injonction maintenant de se faire enregistrer? Le fait est que les gens qui se sont enregistrés et qui ont été bloqués ont le droit de se plaindre. C'est tout à fait inacceptable et apparemment on me dit que les opérateurs GSM font le nécessaire pour que ceux qui se sont déjà enregistrés puissent avoir leur ligne ouverte. Pour le reste, depuis 2 ans, chacun de nous s'enregistre. Est-ce que le gouvernement aurait dû donner un délai de grâce plus important? Depuis 2 ans, tout le monde sait qu'il faut s'enregistrer. Conclusion, vous avez dit dans la présentation qu'il faut savoir faire la différence entre la passion et l'intellect. L'intellect ne nous autorise pas à penser que le gouvernement a tort. Ça se fait ailleurs, parce que c'est la question que ça se fait ailleurs de se faire identifier par rapport à ces cimes. Ça se fait partout. C'est oui. pas ça se fait partout. C'est pas un moyen pour espionner la population. Non, pas du tout. De connaître qui est qui. Non, encore plus maintenant en Europe avec la vague du terrorisme. Non. Vous avez une SIM, vous devez vous identifier. C'est aussi un autre élément, hein. C'est les caméras aujourd'hui qu'on place à travers la ville de Kinshasa. C'est vrai que moi j'ai entendu parler aujourd'hui dans une radio périphérique de la réaction de la population par rapport à ces caméras qu'on implante dans la ville de Kinshasa. On dit ailleurs ça se fait. Donc comme ailleurs ça se fait, ici chez nous ça doit se faire. Mais la question se pose toujours, comme les Kinois aiment bien le faire, pourquoi maintenant? Mais pourquoi est-ce qu'on s'interroge sur la psychose et on n'est pas d'accord avec tout ce qui peut empêcher cette psychose? Demain, donc le fait, sur de, contrôler, les lieux, le fait de contrôler les gens... Ça se passe pas comme ailleurs. Récemment, je suis parti à Londres. Je ne parle pas de Paris, je ne parle pas de Bruxelles. Je suis parti à Londres. Partout où vous allez, on sait où vous êtes. Non, partout.
où vous allez, on sait où vous êtes. Ici, on me dit qu'on a mis ça à 5 ou 6 endroits de la capitale. Et ces 5 ou 6 endroits chauds, c'est pour le maintien de l'ordre. Tout simplement. C'est pas, j'ai pas l'impression de me sentir violé dans ma vie privée, alors qu'à Londres, sincèrement, j'ai l'impression que oui. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par l'octroi des prix national de mérite et de la culture et des arts. Toutes nos sincères félicitations. Ils sont écrivains, artistes musiciens, plasticiens, comédiens, cinéastes, chroniqueurs de musique. Au total, 90 personnalités bénéficiaires de ces médailles de mérite des arts, sciences et lettres. Par cette distinction, la République démocratique du Congo honore ses enfants du pays qui, par leur talentueuse œuvre, contribuent au rayonnement de notre pays. L'initiative du chef de l'État est une première en RDC. Joseph Kabila Kidjuku pose le fondement du rite de reconnaissance, estime le ministre de Culture et Arts. À travers cette cérémonie, le travail de l'esprit est magnifié, sublimé, porté au pitacle de la reconnaissance. C'est pour dire la culture du travail exigeant, qui gagne en vertu et en dignité et en humanité. Les heureux élus, dans une locution teintée d'art, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Mais bien avant, le président du jury est revenu sur les critères qui ont prévalu dans la sélection. La cérémonie va connaître une touche particulière, celle de la première dame. Marie-Olive Lembe Kabila a tenu personnellement à remettre au lauréat un bouquet de fleurs. Une façon pour elle, avec l'humilité qui l'a toujours caractérisée, de saluer la contribution de ces hommes et ces femmes à l'émergence de la nation congolaise. Christian Losakweno, aujourd'hui, on a honoré la culture quand même parce qu'on disait que non, la culture a été reléguée au second plan, pardon. Mais cette fois-ci, ils ont reçu vraiment le prix national du mérite de la culture et des arts. C'est quand même une bonne chose. Cette reconnaissance, pas posthume, mais quand même, tant qu'ils sont vivants. Non, c'est bien cette reconnaissance parce que c'est jusqu'à il y a peu encore, la culture congolaise était celle qui s'exportait le mieux. C'est, on va dire, à part le cuivre et le cobalt, c'est le meilleur produit d'exportation de la RDC. Aujourd'hui, c'est en chute libre. Hein. Bon, quand on dit culture, peut-être la musique, c'est vrai que culture de foi est collée à la musique, mais la musique congolaise aujourd'hui est vraiment en chute libre. Mais parce qu'elle ne s'exporte plus, elle est sujet d'embargo à l'étranger. C'est tout, il n'y a pas d'autre solution. On s'adapte peut-être pas aux Non, sujet d'embargo, non. Tout simplement. Vous ne pouvez pas jouer un concert à l'étranger. Pourquoi une radio française ou belge va continuer à jouer vos morceaux, puisque la plupart des grands concerts sont organisés par les médias. Le média, il va plutôt jouer la musique qu'il sait qu'il va pouvoir vendre en concert. Donc, c'est aussi une raison. Elle ne s'exporte pas. Ça nous a beaucoup cassé, cet embargo. Ça a beaucoup cassé, oui. Nous allons terminer par les médias. Vous l'avez parlé, le rôle des médias, j'y reviens encore parce que je reçois vraiment quelqu'un qui est dans le sillage depuis des années. Pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les médias? J'y reviens encore parce que, de fois, on nous incrimine, nous, les médias, de ne pas bien faire passer l'information, d'être taxés de tel ou tel. Il y a aujourd'hui des journalistes de l'opposition. D'ailleurs, moi, personnellement, on me taxe d'être une journaliste de l'opposition. Il y en a qu'on taxe des journalistes du pouvoir. Alors, quelle doit être la place du journaliste dans la société? Règle numéro 1, le journaliste ne doit jamais mentir. On a on a fait cette émission pendant 1 heure. Cette émission, on pourra la réécouter dans 5 ans, dans 10 ans. Et j'espère qu'on ne dira pas Losakweno a menti. Première chose, ne jamais mentir. Deuxième chose, avoir le maximum de sources. Il faut savoir une chose. Le meilleur informateur de la société, c'est le journaliste. Parce que quand il prend une information, il la recoupe, il la vérifie, il fait ce que, par exemple, les réseaux sociaux... Non, le journaliste, tout ça. Les réseaux sociaux, ils diffusent tout. Le journaliste, il choisit ce qui peut être diffusé. Il ne choisit pas, il diffuse selon les règles de l'art. Maintenant, par rapport à l'étiquetage des journalistes, vous avez parlé tout à l'heure d'une émission qui s'appelle Top Press. 1 semaine sur 2, nous recevons opposition et majorité.
La semaine prochaine, ce sera André Kimbuta, le gouverneur de la ville. La semaine d'après, ce sera Franck Diongo du MLP. Et après, suivra du pouvoir. Et après, c'est Valentin Moubake qui s'est déjà positionné pour l'UDPS. Le journaliste doit, quand il est face aux politiques, avoir la posture opposée à ce politique pour que le politique crache tout ce qu'il a au fond de lui en termes d'idées, en termes de positionnement et en termes de perspective. Maintenant, si cela se passe plutôt bien de temps en temps quand il s'agit d'un membre de l'opposition, ça peut se passer mal quand il s'agit d'une personne du pouvoir. Cela ne fait pas de lui un journaliste de l'opposition ou du pouvoir. Il y en a, c'est vrai, qui ont des appartenances. Chaque homme vivant dans la société... c'est permis pour non, un journaliste? il y a des journalistes qui ont des cartes de membres dans des partis politiques. Je n'en ai pas. Mais quand il est dans son travail, c'est comme un médecin. Mon père est médecin. Il y a ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Quelle que soit la personne que vous soignez, même si vous savez que cette personne a tué votre enfant, l'obligation que vous avez, c'est de le soigner. Donc c'est ça que doit être le journaliste. Et aujourd'hui, je regrette, oui, que l'opposition et le pouvoir, nous subissons. Aujourd'hui, on a fait cette émission, j'ai eu à prendre peut-être quelques positions. Mais ce sont des positions que je peux tenir dans le temps. Ce ne sont pas des positions qui sont ponctuelles ou qui sont relatives à l'actualité du moment. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, prenez les émissions d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. On peut même prendre déjà la précédente émission que nous avons faite il y a 2-3 ans. Nous sommes comptables de ce que nous disons. Et en intellectuel, nous sommes responsables des propos que nous tenons. Maintenant, qu'est-ce que doit attendre l'auditeur du journaliste? Qu'il lui dise tout et qu'il fasse passer son message. Nous avons une émission tous les matins, 10h, 13h, qui s'appelle « Parlons-en » sur Top Congo FM. Je ne suis pas certain que cette émission n'informe pas plus les autorités que leurs propres conseillers. Parce que pour que le pays change, il faut que l'autorité soit au courant de tout. Ce que pense la population. Ce que pense la population. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais vous verrez un jour, ça arrivera. Vous me donnerez raison ce jour-là. Vous ne direz pas il a été devin. Dites seulement il savait ce qu'il faisait. Vous verrez qu'un jour, ça a déjà un peu commencé. Plutôt que de seulement écouter cette population qui parle, de façon hebdomadaire ou mensuelle, les politiques commenceront à y répondre. Et ce jour-là, nous, la presse, arrêterons d'être la cible de ceux qui nous veulent du mal, parce qu'on n'aura pas dit ce que eux voulaient qu'on dise à ce moment-là, et de deux, surtout, parce que c'est là le but, le Congo ira mieux. Voilà, mesdames et messieurs, nous tous nous prions pour que le Congo aille mieux et que ce soit un pays émergent d'ici 2030. C'est le souhait de tout le monde, pour que nous n'ayons pas, nous tous, à courir vers Dubaï ou vers la Chine pour acheter nos petites choses que nous aimons, nous les femmes. Merci donc à Christian Lusakeno d'avoir ouvert le bal pour cette émission pour l'année 2016. Merci à ma couturière, Fanny Emandina, parce que c'est elle qui a permis à ce que je sois bien habillée en africaine. Nous devons mettre en valeur, en tout cas, la culture africaine, consommons congolais, comme l'a si bien dit un certain ministre de notre pays. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous tous, mes followers sur les réseaux sociaux, parce que c'est par là que passent vraiment nos messages et comme l'a si bien dit Christian Lusakeno, nous devons dire la vérité avec risque et péril, mais nous le disons quand même. Et merci et bonne année. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.